Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Manifestation des enseignants contre la réforme du collège, une réforme qui se fera selon les mots du Premier ministre Manuel Valls, alors que la droite propose sa vision d'un collège idéal. Débat à suivre dans cette édition. Nouveau rebondissement pour les enfants nés de mères porteuses à l'étranger. La Cour d'appel de Rennes vient de refuser de leur donner un état civil français. Ce soir, la Cour de cassation recommande d'officialiser leur situation. Décryptage dans un instant. Il y a 70 ans, les femmes votaient pour la première fois. Un colloque intitulé Femmes citoyennes avait lieu aujourd'hui au Sénat. On en parle avec notre invitée ce soir, l'historienne Anne-Sara Bouglé-Moalik. Il y avait la contestation politique, place à présent à la contestation des enseignants. Ils étaient dans la rue pour dire leur opposition à la réforme du collège. 27% de grévistes selon le ministère. Et parmi les sources d'inquiétude, l'avenir de l'allemand. De nombreux enseignants étaient en effet présents dans le cortège parisien. Aujourd'hui, reportage d'Aurélien Romano avec Géraldine Bavoilot. Des drapeaux allemands dans les rues de Paris. Les Françaises seraient devenues très germanophiles. Loin de là, et la question pour Françoise et Isabelle est plutôt de savoir s'il y aura encore des gens pour parler l'allemand dans les années à venir. On est stabilisé à l'heure actuelle à 16% d'élèves germanistes en France. C'est pas mal par rapport aux années 90, mais par rapport aux années 60 qui suivaient les traités de l'Élysée, c'est rien du tout. Ces deux collègues ont connu plusieurs réformes depuis 20 ans qu'elles exercent, mais celle-là ne passe pas du tout. La disparition des classes bilingues est l'une des principales inquiétudes des 10 000 enseignants mobilisés dans les rues de Paris aujourd'hui. Des filières loin d'être élitistes, affirment les professeurs de ZEP, et surtout qui permettent bien plus qu'un simple apprentissage d'une langue plus tôt. Une classe européenne, c'est dans l'enseignement de l'élève, l'histoire ou la géographie ou les mathématiques peuvent être enseignées en langue étrangère. Et ça implique de la part des collègues de DNL, donc histoire, géographie, mathématiques ou physique, un réel investissement, un travail de perfectionnement en langue. Ce sont des collègues très motivés, très investis. Des classes où les professeurs sont donc mieux organisés et justement les griefs portent aussi sur l'interdisciplinarité, une méthode de travail qui croise les disciplines et qui serait maintenant imposée aux professeurs. Ils voient donc dans les pistes de réforme comme une remise en cause de leur liberté pédagogique. Ajouter l'autonomie accrue des établissements, les débats autour des contenus des programmes d'histoire et la suppression des langues anciennes, et le divorce entre le monde enseignant et François Hollande est consommé. Vous êtes une électrice de François Hollande, justement? En tout cas, à l'avenir, certainement pas. Un sentiment largement partagé dans un électorat pourtant acquis à la gauche, c'est l'autre enjeu de la réforme. La réforme du collège, on en reparle dans un instant car c'est le débat de ce 24 heures Sénat ce soir. C'est un camouflet pour Gérard Larcher. Le président du Sénat avait en effet proposé la candidature de Jean-Michel Lemoyne de Forges comme nouveau membre de la Haute Autorité pour la transparence. Une proposition rejetée ce matin par la Commission des lois, un fait assez rare pour être souligné. Professeur de droit public à la retraite et vice-président du tribunal suprême de Monaco, Jean-Michel Lemoyne de Forges n'a en effet pas obtenu la majorité des 3/5 des membres de la Commission des lois. Écoutez à ce sujet les explications du socialiste Jean-Pierre Sueur, suivi de la réaction de l'UMP Philippe Bas, tous deux au micro de Quentin Calmet. J'ai posé à notre candidat la question de savoir s'il démissionnerait de son poste de vice-président du tribunal suprême de la communauté, de la principauté, de Monaco. Et il a répondu, à ma surprise d'ailleurs, qu'il ne démissionnerait pas parce que la fonction de membre de la haute autorité pour la vie politique ne donnait pas lieu à des indemnités, c'était quasiment bénévole, et que donc il entendait continuer à exercer les autres fonctions qu'il exerce. Monsieur Lemoyne de Forges est vice-président du tribunal suprême de Monaco. C'est une juridiction qui naturellement remplit une fonction constitutionnelle à Monaco, mais qui ne se réunit que 4 fois par an. Je ne sais pas ce qui a pu motiver le vote contre de 15 sénateurs de la commission des lois, alors que 22 ont voté pour, mais il me semble en tout cas que si telle était la raison, elle ne pourrait pas être justifiée.
La loi NOTRe bientôt de retour au Sénat, une seconde lecture qui s'annonce aussi animée que la première. La droite fourbille déjà ses armes contre le projet du gouvernement. Pour en parler, Faustine Saint-Geniès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Maxime. Alors après avoir fustigé le flou sur les compétences à venir lors de la première lecture de ce texte, le nouveau cheval de bataille de la droite ici au Sénat a un nom, ça s'appelle les intercommunalités. Oui, entre le Sénat et le gouvernement et donc l'Assemblée nationale, il semblerait que la bataille se joue désormais sur le terrain des intercommunalités. En cause, 2 mesures adoptées en première lecture par les députés qui hérissent au plus haut point les poils des sénateurs. Ils nous l'ont dit ce matin, les sénateurs de la majorité de droite et du centre. Ils se sont d'ailleurs empressés de retirer ces éléments du texte de la commission. D'abord, le seuil des intercommunalités. On en a beaucoup parlé. Rappelez-vous, le gouvernement voulait le relever pour diminuer mécaniquement le nombre d'intercommunalités. Hors de question pour les sénateurs de la majorité, ce sera 5000, on reste à 5000, point barre. Donc là, retour au départ. Autre point majeur de friction, l'élection des conseillers dans les intercommunalités au suffrage universel direct. C'est ce qu'ont lancé, c'est une idée lancée par les députés. Ils veulent que le législateur se penche sur la question avant le 1er janvier 2017. Là encore, les sénateurs suppriment cette mesure. C'est une hérésie, selon Jean-Jacques Hyest, rapporteur UMP du texte. Cela reviendrait à créer une nouvelle collectivité, donc un nouvel échelon qui concurrencerait directement les communes. On écoute Jean-Jacques Hyest. On ne va pas créer un niveau de collectivité locale en plus. Et de toute façon, la volonté affirmée, notamment des maires de France, après tout, on a bien le droit quand même de respecter ce que pensent les 36 000 maires de France, c'est de garder la commune, parce que c'est un échelon indispensable. Si on veut, moi je vous le dis, si on veut vraiment aller vers la métropolisation, les grandes structures, etc., eh bien ça voudra dire un abandon total des zones rurales et des zones périphériques. Alors on le voit bien, derrière l'intercommunalité qui a l'air assez complexe comme ça, c'est un combat d'idées qui se joue, un combat d'idées plus général. Certains sénateurs me le confiaient ce matin au cours du petit déjeuner de presse. Ils craignent que le gouvernement, à travers le texte voté par l'Assemblée nationale, ne fasse une recentralisation in fine en faveur des intercos et des régions et surtout qu'il n'affaiblisse le Sénat. Et puis ça passe aussi par une autre mesure qui a été adoptée par les députés, la création d'un haut conseil des territoires qui serait un concurrent direct du Sénat. Autant vous dire que cette mesure-là aussi a été immédiatement supprimée en commission. Merci beaucoup Faustine. Et autre projet de loi qui fera bientôt son arrivée en séance au Sénat et qui inquiète les sénateurs. Il s'agit du projet de loi sur le renseignement. Ce matin, les ministres Jean-Yves Le Drian et Bernard Cazeneuve étaient au groupe socialiste pour réaffirmer le bien fondé de ce texte. On écoute à ce propos le ministre de l'Intérieur au micro de Quentin Calmy. J'ai pas senti de résistance. J'ai senti la qualité d'un débat, la compréhension d'un enjeu, la sincérité d'une démarche qui consiste à prévenir le risque terroriste en donnant le maximum de garanties sur les libertés. C'est la démarche du gouvernement. Et donc nous sommes, avec le groupe socialiste, totalement en phase. Vous n'avez pas peur que les sénateurs de droite réécrivent en partie votre projet de loi ? Mais on ne lutte pas contre le terrorisme en ayant peur de toutes les étapes législatives, opérationnelles. On lutte contre le terrorisme avec détermination et sang-froid. En séance, suite de l'examen de la réforme du droit d'asile, la discussion des articles se poursuit et devrait se terminer ce soir peut-être. Le vote solennel des sénateurs aura lieu la semaine prochaine. Ils devront se prononcer sur un texte durci par la droite sénatoriale. Les enfants nés de mères porteuses à l'étranger ont-ils droit à un état civil français? La justice hésite à trancher cette question et la position du gouvernement reste floue alors que la gestation pour autrui reste interdite en France. Flora Sauvage. Le bras de fer continue. Après la décision du tribunal de grande instance de Nantes d'ordonner la transcription à l'état civil d'enfants nés de mères porteuses à l'étranger, le parquet a fait appel. Pour le gouvernement, la reconnaissance de la gestation pour autrui n'est pas à l'ordre du jour. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, la garde des Sceaux est interpellée. Combien de temps encore allons-nous tolérer ce double discours? D'un côté, vous condamnez la GPA et de l'autre, vous incitez à cette pratique en facilitant l'accueil des enfants issus de GPA à l'étranger.
Pour Christiane Taubira, il faut tenir compte de la situation des enfants français nés de gestation pour autrui à l'étranger. Nous sommes dans un pays où nous veillons à protéger les enfants. Madame, il s'agit d'enfants en chair et en os, d'enfants qui vont à l'école, d'enfants qui effectivement sont aussi doués que les autres pour agacer les enseignants, pour énerver leurs parents, mais d'enfants de ce pays, d'enfants de la République. Et ces enfants-là, quoi que vous disiez, nous allons les protéger, madame. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a demandé à 2 reprises à la garde des Sceaux de prendre des mesures pour clarifier la situation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Des courriers restés sans réponse. La Cour européenne des droits de l'homme a dit le 14 juin dernier, au nom de l'intérêt de l'enfant, il faut transcrire l'état civil. C'est-à-dire de manière très concrète, il faut inscrire ces enfants sur le livret de famille de leurs parents. C'est-à-dire qu'il faut leur donner une filiation. Prochaine étape, le 19 juin, date à laquelle la Cour de cassation doit se prononcer. En 2011, elle avait refusé que les enfants nés de mères porteuses à l'étranger soient inscrits sur les registres d'état civil français. Et à noter, vous avez pu l'entendre, Jacques Toubon est l'invité de l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, Preuve par 3. C'est à voir en intégralité ce soir sur notre antenne à partir de 22h45. En bref, le Parlement européen a levé l'immunité de Jérôme Lavrieux, faisant suite à la demande des juges parisiens qui instruisent l'affaire Big Malion. L'ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, ancien directeur adjoint de la campagne 2012 de Nicolas Sarkozy, doit répondre d'un système présumé de fausses factures durant la campagne présidentielle de 2012. Et puis en bref, la Cour des comptes certifie sincères les comptes du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les rapports de la Cour des comptes sont disponibles dès à présent sur les sites internet des 2 assemblées. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à la réforme qui cristallise toutes les tensions, la réforme du collège, avec nos invités ce soir. Jacques-Bernard Magnier, bonsoir. Sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Vous êtes également membre du Conseil supérieur des programmes. Merci d'être avec nous. Face à vous, Gérard Longuet, bonsoir. Sénateur UMP de la Meuse, ancien ministre. Merci d'être en notre compagnie. Jacques-Bernard Magnier, la réforme se fera, a dit Manuel Valls. Est-ce que c'est une volonté du gouvernement de passer en force sur cette réforme alors que les enseignants ont manifesté leur mécontentement aujourd'hui dans la rue? Écoutez, je vois qu'il a réaffirmé la nécessité de faire une réforme sur laquelle je crois tout le monde est à peu près d'accord, y compris d'ailleurs les enseignants et leurs syndicats. Ensuite, il y a effectivement... Non, ils étaient 25% de la profession à manifester, enfin à faire la grève, ils n'étaient pas tous dans la rue à manifester, heureusement. 27% de grévistes, ce sont les chiffres du ministère. C'est ça, 27% de grévistes. Donc c'est un chiffre effectivement tout à fait respectable, puisque les syndicats nous font remonter les problèmes, les inquiétudes de la profession, des enseignants, qui même s'ils ne sont pas grévistes, on le sait très bien, ont quelques inquiétudes lorsqu'on annonce une réforme. Vous savez, moi qui suis enseignant de formation, je sais que chaque fois qu'on annonce une réforme, on a quelques inquiétudes. Mais je crois que là, cette réforme, tout le monde pense qu'il faut faire une réforme. Alors après, est-ce qu'elle convient à tous? C'est évident que tout le monde n'a pas la même vue sur la réforme. Il y a une volonté toutefois, c'est de démocratiser l'école, le collège, et elle est, cette réforme du collège, en droite ligne de ce que l'on a fait dans la refondation de l'école, avec Vincent Peillon d'abord, avec Benoît Hamon, et ensuite avec Najat Vallaud-Belkacem. Gérard Longuet, est-ce que la droite est également d'accord? Et à la base, il faut réformer le collège, mais après, ce sont deux visions sur la façon de réformer. Le collège est certainement l'un des maillons les plus difficiles de la chaîne de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le même enthousiasme, le même éveil du jeune, et en même temps, les collèges héritent des enfants qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu apprendre à lire, et on l'observe. On essaye de rattraper, mais ce n'est pas le rôle des professeurs du collège parce qu'ils sont censés recevoir des enfants qui tous savent lire, ce qui n'est hélas pas le cas. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, les enfants n'ont pas et les parents n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Je prends l'exemple de l'enseignement bilingue. Il se trouve que je l'ai défendu quand j'étais président de la région Lorraine parce que nous sommes dans une région de tradition bilingue. Eh bien, tous les milieux, lorsqu'ils étaient immergés dans des régions bilingues, souhaitaient cela. Il n'y avait pas du tout de hiérarchie. Donc défendre l'allemand, c'est pas être élitiste? Non, alors, deux exemples très différents. Vous avez des régions. Personne n'attaque l'allemand, mais en réalité, les classes bilingues devraient être abandonnées et on ne sait rien des classes bilingues. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les parents
savent ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Et ce qu'ils veulent pour leurs enfants, c'est un enseignement de qualité. Or, il se trouve que le collège ne garantit pas partout et tout le temps cet enseignement de qualité. Donc les parents ont des stratégies d'évitement. Certains d'entre eux, pas tous, stratégie d'évitement qui consiste à rechercher, les bonnes filières. Alors est-ce que la réponse du gouvernement est la bonne ? Ma réponse est très simple, elle repose sur la plus grande responsabilité du collège et d'une façon générale des établissements d'enseignement. Je pense que chaque situation... Beaucoup plus d'autonomie, ce que la réforme n'apporte pas du tout. Parce que... Non, j'ai du mal à comprendre. Alors, très honnêtement, j'ai du mal à comprendre parce que Madame Vallaud-Belkacem, dans ses responsabilités de ministre, c'est une décision réglementaire. Les parlementaires que nous sommes n'ont pas été associés et c'est normal puisque c'est réglementaire. Mais elle dit à la fois, je vous donne de la liberté sur 20% du temps, mais vous allez faire ceci. Ce n'est exactement pas la liberté, parce que vous avez des principaux de collège qui vont choisir, par exemple, de renforcer justement le rattrapage de la lecture, le rattrapage des matières de base, et d'autres qui vont organiser différemment. Oui. Si vous avez-vous le droit de regrouper les bons élèves, par exemple? C'est une question intéressante. Alors, je ne crois pas que le but ce soit de regrouper. Il n'y a pas ma conclusion est simple, il n'y a pas de responsabilité du chef d'établissement. Alors, Jacques-Bernard Magnier. Il n'y a pas la volonté de regrouper les bons élèves et de refaire des classes de niveau comme ce qui a pu exister avant, justement, le collège unique, qui a été d'ailleurs mis en place par M. Abi, tout à fait, dans les années 70, et qui maintenant, effectivement, est un peu remis en cause par la diversité des élèves qui sont accueillis dans les collèges. Je vous rappelle, et vous le savez aussi bien que moi, puisque nous sommes à peu près de la même génération, M. Longuet, c'est qu'à notre époque, tout le monde n'allait pas en 6e. Aujourd'hui, tout le monde va en 6e, et il faut bien trouver des moyens. Et les 20% dont vous parliez aujourd'hui. Oui, mais les 20% d'autonomie qu'on va donner aux établissements, c'est surtout pour faire de l'aide aux élèves en difficulté. C'est aussi pour permettre l'utilisation d'un certain nombre de matières en mélangeant des matières, en faisant une façon de travailler qui est en groupe. En croisant les disciplines, c'est ce qu'on dit, les enseignants semble-t-il. Oui, quand vous faites des mathématiques, vous pouvez en même temps faire de l'histoire, vous pouvez aussi faire des langues. Et les enseignants d'élémentaire le savent bien, cela, puisque eux, ils sont forcément polyvalents. Mais cette polyvalence de l'enseignement du primaire, justement, elle manque peut-être parfois à la discipline au collège, même si on comprend bien qu'il faut travailler à un moment donné la discipline. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a mis... entendu comme la matière que l'on apprend. Tout à fait, mais on a bien aussi voulu relier tout cela en mettant la 6e dans le même groupe que le cours moyen en première année et le cours moyen en deuxième année, en faisant le niveau 3 de l'éducation nationale, de façon à ce qu'on puisse essayer d'éviter ce fossé qui existe entre la fin du cours moyen deuxième année et le début de l'entrée au collège. Et aujourd'hui, on s'aperçoit dans le cycle 4, la 5e, 4e et 3e, parce que quand on parle de cycle, les gens ne savent plus trop où ils en sont, eh bien, dans ce cycle-là, il est bien nécessaire d'avoir des moments de respiration, d'abord pour aider justement aux élèves de ne pas être en échec scolaire, de combattre l'échec scolaire, de donner la possibilité d'avoir des enseignements optionnels, mais que ce ne soit pas ces options-là qui créent d'aller vers un établissement plutôt que vers un autre. C'est trop facile de vouloir aller là parce qu'il y a beaucoup de latin ou de grec, alors qu'on évite, dans la stratégie d'évitement, comme vous évoquiez tout à l'heure, le fait d'aller dans un établissement de son secteur où il n'y a pas le latin ou le grec, par exemple. Moi, j'ai deux propositions très simples. Beaucoup plus d'autonomie pour les établissements et avoir des chefs d'établissement, on les appelle pour les collèges, les principaux. C'est votre idée de base. C'est mon idée de base. Je suis très attaché. Des vrais chefs qui choisissent les profs et qui puissent avoir de l'autorité sur les calqué sur un système privé, c'est ce que vous dites? Autonome, ça existe dans l'enseignement agricole par exemple. Et mon deuxième choix, c'est que les élus locaux soient beaucoup plus fortement impliqués qu'ils ne le sont, municipaux et départementaux, voire pour soutenir un établissement et soutenir un projet d'établissement. Parce que chaque établissement est une histoire, chaque établissement, dans la diversité des situations d'aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes problèmes et donc vous n'avez pas les mêmes solutions. Et plutôt que d'avoir, j'aime beaucoup Madame le ministre, le charme, ça c'est incontestable, mais qu'elle fiche la paix à ses chefs d'établissement, qu'elle ait confiance dans ses enseignants et qu'elle leur donne plus de liberté. Eux sauront s'adapter, surtout s'ils sont soutenus par les élus locaux. Je suis donc pour un système très décentralisé. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette réforme? On a vu quand même la droite qui s'acharne contre cette réforme et qui, notamment aussi, contre la ministre de l'Éducation nationale. Il y a chez beaucoup de mes collègues de droite, y compris chez moi-même, la crainte de voir supprimer des systèmes qui marchent. Le bilingue marche, le bilingue marche, et je suis étonné qu'il y ait encore 15 à 18% d'enfants qui choisissent
le latin, voire le grec. Vous savez comme moi pourquoi ils le choisissent. C'est pas forcément eux qui le choisissent, ce sont leurs parents. Oui, mais ça c'est vrai. Mais vous savez, c'est mes parents qui m'ont choisi de faire vivre. C'est pas moi qui ai choisi de vivre. Et je ne m'en plains pas, alors, pour vous dire la vérité. Magnier, si ils m'ont imposé d'être français. Je ne m'en plains pas. Si vous deviez convaincre Gérard Longuet du bien fondé de cette réforme du collège, que lui diriez-vous? Non, ce que je voudrais terminer sur le latin. Le latin a été longtemps une langue vivante. Jusqu'en 1914, on parlait le latin utilement dans toute l'Europe. Et le latin reste un socle de culture et un socle pour les langues. Maintenant, je n'ai pas envie de l'imposer à tout le monde. Il n'est pas question, justement, la ministre vient de donner une nouvelle lettre de commande, si je puis dire, au Conseil supérieur des programmes auquel j'appartiens, qui demande bien que dans les enseignements, notamment dans l'enseignement du français, on fasse référence très fortement au latin et au grec, puisque ce sont les bases de notre langue latine. Donc les langues anciennes ne sont pas menacées. Elles ne sont pas du tout menacées, dans le sens où elles apportent quelque chose dans la construction du savoir, du socle de culture, de connaissances et de compétences que nous sommes en train de construire justement à partir de la refondation de l'école. Je crois que l'enseignement du latin et du grec ont toute leur place, mais seulement leur place. Il ne faut pas qu'ils aient une place qui permette justement de créer le collège de l'élitisme et de faire que nous on fait latin. Vous donc posez une deuxième question. Géniaux. Je crois à l'utilité du latin. Je prends le mot nanotechnologie. C'est du latin, c'est du grec. Ça reste actuel. Curriculum vitae mais aussi. c'est pas du tout exactement. Curriculum vitae aussi, in fine. On est bien d'accord. Post-scriptum également. Mais je reviens sur la filière. Je reviens sur la filière. Moi, je ne suis pas choqué qu'on donne plus de chance aux meilleurs. Pourquoi? Parce que nous avons aussi besoin. Ils ont déjà beaucoup de chance. Nous avons aussi besoin des meilleurs. Nous avons besoin des meilleurs ingénieurs. Nous avons besoin des meilleurs scientifiques. Nous avons besoin des meilleurs médecins. Et je ne vois pas pourquoi on les obligerait à attendre alors qu'ils peuvent avancer. Et on voit que ce débat n'est pas tranché sur plus de démocratisation, plus d'accès au savoir pour tous. Il ne s'agit pas de freiner les meilleurs. Le débat n'est pas tranché. Il ne s'agit pas de freiner les meilleurs, il s'agit simplement de faire réussir mieux. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos liminaire, il y a trop de jeunes qui sont en échec, qui sortent en échec du collège. 25% de primaire, en fait. Et de primaire, une quinzaine de pourcents qui, soi-disant, iraient au collège sans savoir lire. Je crois que souvent, on utilise des chiffres qui sont pas toujours les bons. Ou qu'ils lisent mal, ou qu'ils comprennent mal ce qu'ils lisent. Aujourd'hui, la difficulté, c'est effectivement la compréhension. On est dans un monde de l'immédiat, de l'image, des phrases et des consignes courtes. Dès qu'on a une consigne longue, avec les problèmes que vous les faisiez comme moi quand on était à l'époque, ils sont difficiles aujourd'hui à faire cela. Mais d'où la nécessité de réformer, aussi. Et c'est ce qui vous est d'accord au moins. On est d'accord sur la réforme, mais avec Gérard Longuet, je savais qu'on serait d'accord sur la réforme. Merci à tous les deux d'avoir été. Faire confiance aux professionnels. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce débat. Merci. La délégation aux droits des femmes du Sénat a organisé cet après-midi un colloque pour commémorer le 70e anniversaire du premier vote des femmes qui avait eu lieu lors des élections municipales d'avril-mai 45 en France. Depuis, les femmes sont aussi des élus, mais leur parcours reste parsemé d'obstacles, comme nous l'explique Sophie Normand-Couturier. Autour de la table ronde menée par l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, 5 femmes, un homme et beaucoup d'humour. Merci à Jean-Marc Germain de se retrouver dans la situation où je me suis si souvent retrouvée dans ma carrière politique, c'est-à-dire d'être seule parmi un phalanstère d'hommes. Le parcours des femmes en politique, un parcours semé de préjugés. J'ai découvert que, mesdames, messieurs, j'étais autoritaire, que j'étais une femme de caractère. Avez-vous déjà entendu un homme politique être autoritaire? Non, un homme politique, il a de l'autorité. Mais une femme en responsabilité, elle est autoritaire. Des anecdotes, des retours d'expérience, introduits par le témoignage de Cécile Goldet, sénatrice entre 1979 et 1986. À l'époque, elles étaient 4 femmes à siéger à la Haute Assemblée. Il fallait tout le temps se faire pardonner de cette femme. Il fallait avoir 2 fois plus de titres universitaires. Il fallait travailler 2 fois plus. Il fallait être la meilleure pour arriver à atteindre le niveau de base de ces messieurs. Depuis, les choses ont changé, plus de femmes au pouvoir, mais le machisme reste d'actualité. La nouvelle génération fait très attention et elle n'ira pas se prendre les pieds dans le tapis. Pour autant, elle pratique tout autant une forme de machisme très insidieux où on considère que les postes de responsabilité et les postes d'autorité sont nécessairement masculins. En minorité, Jean-Marc Germain avale quelques couleuvres, mais se fait chaudement applaudir quand il évoque l'idée de supprimer les subventions aux partis politiques qui n'arrivent pas à la parité des élus. Et notre invitée ce soir pour en parler, Anne-Sara Bouglé-Moalik. Bonsoir, vous êtes historienne. Pourquoi la France a dû attendre 1945 pour que les femmes aient le droit de vote? C'est une vaste question, très vaste question. Il y a plusieurs points, 2 en particulier. L'un qui est lié
a un reçu, en quelque sorte, de l'acceptation des changements autour de la condition féminine, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu voir que les femmes avaient pris une place nouvelle dans la société depuis très longtemps. Je parle là des institutions, puisque dans la société, le progrès dans les années 30 notamment était tout à fait accepté par beaucoup de gens. Un deuxième point plus politique, puisque c'est le Sénat et le Parti radical qui a bloqué toutes ces années les réformes du droit de vote qui étaient pourtant commençaient à être dans les mœurs. Ont gagné les femmes avec ce droit de vote, puisqu'elles y sont parvenues finalement. De la visibilité, et puis tout simplement l'égalité, presque, puisque ça a eu du mal à se mettre en place. Mais en tout cas, les droits politiques sont des droits qu'on peut considérer comme inhérents aux personnes humaines, surtout dans notre République. Donc c'est ça qu'elles y ont gagné, surtout. Vous l'avez dit, le Sénat n'était pas en avance pour justement promouvoir le vote des femmes. Aujourd'hui, la parité a fait bouger les choses par la loi, mais on est encore loin du compte. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle ? Là, les récentes élections départementales font qu'une nouvelle collectivité importante en France est devenue paritaire, dans des conditions un petit peu compliquées, puisque c'est des binômes. Donc c'est vrai que dans le binôme, ce qui est embêtant, c'est pas le côté paritaire, puisque c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui représentent la population. C'est le côté binôme, le fait d'avoir 2 élus sur un même territoire qui est un petit peu plus problématique, mais c'est un autre sujet. Là, aujourd'hui, on est encore loin du compte, notamment au Sénat, encore une fois, mais aussi à l'Assemblée nationale, puisque comme on l'a vu dans le précédent reportage, les partis politiques préfèrent payer des amendes plutôt que de proposer des circonscriptions gagnables aussi à des femmes. Vous évoquiez à l'instant les élections départementales. Est-ce que les femmes qui ont été élues aussi sont encore un peu trop cantonnées à des secteurs réservés aux femmes, la petite enfance, que sais-je ? Les femmes dans les conseillères départementales sont très ouvertes à beaucoup de sujets et surtout elles sont très motivées. Moi j'en vois dans mon travail. Elles sont prêtes à prendre tous les sujets à bras-le-corps et à apprendre si jamais elles avaient des choses à apprendre, mais c'est tout à fait le cas des nouveaux élus masculins, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui ne peuvent pas arriver avec la science infuse sur tous les sujets. Donc évidemment, il y a des femmes dans les commissions sociales, puisque c'est le point central des compétences des conseils départementaux, mais il y a aussi des hommes dans ces commissions-là. Alors on l'a vu, il y a quand même des progrès qui ont été faits en politique. Pourtant, les femmes restent encore éloignées aussi de ce qu'on peut appeler des nouveaux lieux de pouvoir, comme les entreprises ou encore le domaine de l'économie, de la banque. Quel regard portez-vous sur cette inégalité ? C'est des choses qui vont bouger au fur et à mesure. D'une part, il y a des lois qui sont en train d'être passées, qui vont bientôt... sur la présence des femmes dans les conseils d'administration, par exemple. C'est à cela que je pensais. Et également... dans les couches supérieures, en quelque sorte, dans la fonction publique. C'est-à-dire les postes à plus haute responsabilité vont également avoir une obligation de parité. Donc là, au fur et à mesure, on va pouvoir montrer aux jeunes filles et aux enfants que les femmes ont toute leur place dans ces postes à responsabilité, parce qu'à mon avis, il y a vraiment une question d'éducation à la base de ce problème-là. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée et à demain.